dimanche, bienvenue d'Awab Rétro, direction le site Kivu pour commencer. 43 éléments du groupe armé AF-123 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo à Uvira selon l'armée. Ces combattants ont été présentés à la presse lundi 2 février par le lieutenant Mbouyi Kalonjirigen, porte-parole des opérations Sokola de Kivu. Les détails de ce reportage. Après de lourdes pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23, AFC et leurs alliés Twirwaneho, Ngomino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzéro et ses environs dans les territoires de Fizi. 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute des Goma, présenté à l'état-major Axe Uvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Mbouyi Kalonjirigen. Ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles hier. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué où nous enfouir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place. Vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise. Ils ont fui les calvaires des rebelles du M23 avec leurs parrains, les forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères à d'autres militaires qui traînent encore les pas dans le cas de l'ennemi, d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les groupes, les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la vie. Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Toujours à Uvira, après plus d'un mois de repli à Baraka, la police nationale congolaise a fait son retour officiel à Uvira le mardi 3 février 2026. Une première parade marquée par des appels à la discipline, à la collaboration avec les FARDC et à la sécurisation de la population dans une ville reprise après l'occupation de l'F-123. Reportage. La police nationale congolaise PNC est officiellement de retour à Uvira, arrivée ce mardi 3 février 2026. Les éléments de la police ont organisé leur première parade depuis le repli vers Baraka, survenu en décembre 2025 lorsque la ville était tombée sous le contrôle de l'AFC M23. Cette cérémonie marque un tournant symbolique et sécuritaire pour la cité d'Uvira après 44 jours d'absence des forces de police. Devant les troupes alignées, le commissaire urbain de la police nationale congolaise Uvira a insisté sur la discipline, la responsabilité professionnelle et la franche collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC appelées à travailler ensemble pour consolider la stabilité retrouvée. Présent à cette parade, le maire adjoint et maire
à l'intérim d'Ouvira a salué le retour des policiers avant de les rappeler leur mission principale, assurer la sécurité, la quiétude de la population et la protection de ses biens. Il a exhorté les éléments de la police nationale congolaise à agir avec intégrité et proximité envers les citoyens dans un contexte encore fragile. Ce retour de la police nationale est perçu par de nombreux habitants comme un signal fort de rétablissement progressif de l'autorité de l'État et un pas important vers les normalisations de la vie sociale et sécuritaire dans la ville d'Ouvira. Le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo en 23 ont signé lundi 2 février à Doha un mandat clé issu de la conférence internationale sur la région du Grand Lac. Une étape intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de suivi du cessez-le-feu sous l'égide du Qatar avec la participation de plusieurs partenaires internationaux. Les détails de ces commentaires. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, ont franchi une nouvelle étape dans le processus de paix en signant ce lundi 2 février 2026 à Doha les mandats issus de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette signature est intervenue à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties, organisée par l'État du Qatar dans le cadre des efforts diplomatiques visant à contribuer à la résolution du conflit dans l'est de la RDC. À cette occasion, Kinshasa et l'AFC M23 ont réaffirmé leurs engagements en faveur du respect du cessez-le-feu ainsi que de l'accord cadre de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025. Les deux parties ont également exprimé leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi l'ensemble des obligations prévues par cet accord afin de soutenir durablement les processus de paix. La réunion a réuni plusieurs acteurs clés en qualité d'observateurs et de partenaires du processus, notamment les États-Unis, l'Union africaine, la République du Togo en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO, ainsi que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, les défis persistants sur le terrain et les perspectives de renforcement du mécanisme de suivi. Les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la vérification du cessez-le-feu, renforcer l'échange d'informations et consolider la confiance entre les parties. Dans ce cadre, les membres du mécanisme ont examiné les plans opérationnels de la MONUSCO et de la CIRGL. Il a notamment été décidé de déployer une première mission de la MONUSCO à Ouvira dans les prochains jours afin de surveiller l'application effective du cessez-le-feu. Des canaux de communication ont également été établis pour faciliter le travail de la mission conformément aux dispositions du mécanisme. À l'issue des discussions, les parties se sont accordées sur les prochaines étapes destinées à renforcer l'efficacité du mécanisme et à assurer la tenue régulière des réunions de suivi dans l'objectif de consolider les acquis et d'ancrer durablement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après cette signature, l'Alliance Fleuve Congo en 23 a affirmé avoir détruit un centre de commandement des drones militaires à l'aéroport de Kisangani lors d'une opération menée fin janvier. Dans un communiqué publié le 3 février 2026, le mouvement a revendiqué l'action accusant le régime de Kinshasa des violences contre le civil et appelle à la communauté internationale à intervenir tout en réaffirmant son engagement en faveur d'une résolution pacifique du conflit. Reportage. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, a annoncé dans un communiqué officiel daté du 3 février 2026 avoir mené une opération visant un centre de commandement des drones militaires situé à l'aéroport de Kisangani. Selon le mouvement, l'action se serait déroulée entre le 31 janvier et le 1er février et visait une infrastructure qu'il présente comme un dispositif clé de planification et de coordination d'opérations armées. Dans son message, l'AFC M23 affirme que cette intervention fait suite à des dénonciations répétées des violences contre les civils dans plusieurs zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Le mouvement déplore l'inaction qu'il attribue aux autorités de Kinshasa et affirme vouloir neutraliser les menaces à leur source. Le communiqué appelle par ailleurs le gouvernement congolais à faire un choix clair entre la poursuite du conflit et le respect strict de cessez-le-feu.
L'AFC M23 revendique pleinement la responsabilité de l'opération menée à Kisangani et soutient que l'usage des drones et des mercenaires ne serait pas l'apanage d'un seul camp. Enfin, le mouvement lance un appel à la communauté internationale pour intervenir en faveur de la protection des civils et réaffirme son engagement en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours malgré l'escalade des tensions sur le terrain. De son côté, le gouverneur de la Sopo a parlé d'une tentative d'échouer. Selon Paulin Ndongolia, les engins ont été interceptés avant d'atteindre leur cible. Il se fait rassurant et confirme que l'aéroport demeure pleinement opérationnel. Il est ici. Je rassure toute la population de la Chopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, nous avons freiné. Les dispositions très fortes sont mises en place et rien ne pourra perturber cet aéroport à fonctionner. L'Union africaine a condamné fermement cette attaque par drone contre l'aéroport de Kisangani. Depuis Addis Abeba, la Commission a dénoncé une grave menace pour les civils, appelé à la fin immédiate des hostilités et pressé les deux parties de relancer les dialogues pour éviter une nouvelle escalade. La précision de cet élément. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssoufou, a fermement condamné une attaque par drone menée contre l'aéroport de Kisangani dans l'est de la République démocratique du Congo et revendiquée par le mouvement armé AFC-M23. Dans un communiqué officiel, il a exprimé sa vive préoccupation face à une opération visant une infrastructure située en pleine zone urbaine mettant en danger des populations civiles. Selon l'Union africaine, une telle attaque constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment de principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. L'organisation souligne qu'en l'absence de preuves établissant le caractère strictement militaire de la cible, une infrastructure aéroportuaire conserve un statut civil et doit être protégée. S'appuyant sur les instruments africains de lutte contre le terrorisme, dont la Convention de l'OIA de 1999 et son protocole de 2004, la Commission estime que l'attaque pourrait relever d'un acte terroriste. Elle rappelle que les groupes armés non étatiques ne peuvent justifier des actions mettant en danger des civils ou des infrastructures civiles et prévient que leurs auteurs pourraient être poursuivis individuellement au regard du droit international. L'Union africaine met également en garde contre une extension des combats vers des centres urbains éloignés des lignes de front, facteurs d'escalade susceptibles d'aggraver la crise humanitaire déjà critique dans l'est congolais. Elle appelle la M23 à cesser immédiatement les hostilités, à renoncer aux méthodes de guerre indiscriminées et à respecter les engagements pris dans le cadre des efforts de paix. Enfin, la Commission exhorte l'ensemble des parties à appliquer sans délai l'accord de Doha afin de favoriser un cessez-le-feu effectif, une désescalade durable et un retour au dialogue politique. Elle réaffirme le soutien de l'Union africaine et la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC tout en promettant de poursuivre ses efforts avec les partenaires régionaux et internationaux pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. La réaction du mouvement AFC M23 ne s'est fait pas attendre. Dans un communiqué publié à Goma le 6 février, le mouvement a rejeté les accusations portées contre lui et dénoncé toute position qu'il juge partielle et accuse le régime de Kinshasa d'utiliser les drones armés contre la population civile dans l'est de la RDC. Le détail de cet élément. Du 23 mars a vivement réagi hier vendredi 6 février à la déclaration de la Commission de l'Union africaine du même vendredi qu'elle qualifie de déséquilibrée et partiale. Dans un communiqué officiel signé à Goma par son secrétaire permanent Benjamin Bonimpa, le mouvement rejette toute accusation visant ces récentes opérations militaires et accuse l'Union africaine d'ignorer les souffrances des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo. L'AFC M23 dénonce notamment la condamnation par l'Union
l'Union africaine de la neutralisation des drones qu'elle présente comme des drones assassins selon les mouvements. Ces engins auraient été utilisés par les forces gouvernementales congolaises avec l'appui des mercenaires étrangers pour mener des bombardements répétés contre les zones à forte concentration civile. Le communiqué fait état d'une intensification des opérations militaires depuis le 22 janvier 2000. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a vivement réagi hier vendredi 6 février à la déclaration de la Commission de l'Union africaine du même vendredi, qu'elle qualifie de déséquilibrée et partiale. Dans un communiqué officiel signé à Goma par son secrétaire permanent Benjamin Bonimpa, le mouvement rejette toute accusation visant ces récentes opérations militaires et accuse l'Union africaine d'ignorer les souffrances des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo. L'AFCM 23 dénonce notamment la condamnation par l'Union africaine de la neutralisation des drones qu'elle présente comme des drones assassins selon les mouvements. Ces engins auraient été utilisés par les forces gouvernementales congolaises avec l'appui des mercenaires étrangers pour mener des bombardements répétés contre les zones à forte concentration civile. Le communiqué fait état d'une intensification des opérations militaires depuis le 22 janvier 2026 dans plusieurs localités des hauts plateaux et du Nord Kivu, notamment Minembwe, Twangiza, Atogota, Sange, Rutshuru, Massissi et Walikale. L'AFCM 23 affirme que des hôpitaux, des écoles et des églises auraient été touchés, causant la mort des nombreux civils, femmes et enfants compris. Le mouvement soutient en revanche que l'opération de neutralisation des drones menée par ces éléments visait exclusivement des objectifs militaires et n'aurait causé aucune perte civile. Une action présentée comme défensive est destinée à protéger les populations, tout en respectant les cessez-le-feu issus de l'accord de Doha. Dans sa déclaration, l'AFCM 23 reproche à la Commission de l'Union africaine d'avoir pris position sans enquête préalable ni recoupement d'informations contradictoires, estimant que cette posture remet en cause son impartialité dans les processus de paix. Le mouvement déplore également l'absence de condamnation explicite de l'usage des mercenaires, pourtant interdit par la charte de l'Union africaine. Enfin, l'AFCM 23 condamne fermement la déclaration de l'Union africaine et appelle l'organisation continentale à adopter une approche impartiale, responsable et fondée sur les faits. Seule voie, selon lui, susceptible de conduire à une paix juste et durable dans l'est de la RDC. Face à cette situation, le gouvernement a réagi en annonçant des reconquêtes des FRDC au Sud Kivu, dont Minembwe Centre et la poursuite des opérations dans les hauts plateaux. À Kisangani, une attaque des drones visant l'aéroport de Bamboka et des installations militaires a été déjouée selon les autorités. Reportage. Lors du conseil de ministres tenu le vendredi 6 février, le ministre de la Défense nationale a affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé des offensives attribuées à la coalition RDF M23 AFC dans la province du Sud Kivu. Selon lui, plusieurs localités ont été reconquises, dont Minembwe Centre, présenté comme un point stratégique dans la zone. Le ministre a également indiqué que les FRDC poursuivent leurs opérations de défense dans les moyens et hauts plateaux des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. L'objectif, a-t-il précisé, reste la sécurisation du territoire et la protection des populations civiles dans ces zones régulièrement touchées par des affrontements armés. Par ailleurs, le gouvernement est revenu sur l'attaque visant l'aéroport de Bamboka et d'autres installations militaires à Kisangani. Faisant les comptes rendus du Conseil de ministres, la ministre nationale de la Culture et des Arts, Yolande Elebe, a déclaré que tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Elle a ajouté que les premières analyses techniques ont permis d'identifier des éléments concernant les pays probables de fabrication des engins, leur type, ainsi que la charge explosive qu'ils transportaient. Les autorités annoncent la poursuite des enquêtes afin d'établir les responsabilités et d'évaluer les implications sécuritaires de ces attaques. Les annonces interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC, où les opérations militaires et les menaces sécuritaires continuent de peser sur la stabilité régionale. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis renforcent leur partenariat stratégique. Un accord structuré autour de 3 axes majeurs, commerce et investissement, mines et diplomatie, ainsi que les transports, a été conclu entre les deux pays. Explication, images en interview dans ces reportages de Giscard Koussema. L'accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis a bel et bien été signé ce lundi 2 février 2026 au palais présidentiel Kasser Al Ouatam d'Abu Dhabi.
Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont personnellement co-présidé cette importante cérémonie. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la trilogie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône la diversification de l'économie, la diversification des marchés et la diversification de partenaires. Au terme de cet accord, la République démocratique du Congo s'engage à pénétrer le marché émirati avec 6 000 produits de différents secteurs contre 7 000 produits d'origine des Émirats Arabes Unis. Principal signataire de cet accord, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, donne la quintessence de cet événement. C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020 qui avait été organisée en 2021. C'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et c'est 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6 000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par le port en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ainsi compétitifs par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais tous les produits de la RDC trouvent des marchés partout à travers le monde et que les secteurs privés se mobilisent pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour que à l'horizon 2030 nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC d'ici 2030 va accroître les volumes de... Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré mercredi 4 février à Washington, D.C., le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Au cœur des échanges, l'état d'avancement de l'accord de paix de Washington, le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, ainsi que l'engagement commun en faveur de la paix. Les détails d'Assir Récit. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu mercredi 4 février à Washington, D.C., une séance de travail stratégique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du renforcement des relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington à un moment charnière pour la sécurité et le développement économique de la RDC. Au centre des discussions figurées, l'état d'avancement des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix de Washington, les
des personnalités ont évalué les progrès réalisés tout en réaffirmant leur volonté commune d'accélérer la mise en œuvre des mesures destinées à consolider la stabilité politique et sécuritaire dans l'est de la RDC, une région marquée par des défis persistants. Les partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis a également occupé une place importante dans les échanges. Les deux parties ont évoqué les perspectives de coopération dans des secteurs clés tels que la sécurité régionale, la gouvernance, les infrastructures, les ressources matérielles stratégiques et l'attraction des investissements américains en RDC. L'accent a été mis sur la nécessité d'un environnement économique stable et transparent, afin de favoriser la croissance et la création d'emplois. Sur le plan diplomatique, les discussions ont permis de réaffirmer l'engagement mutuel à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tout en encourageant les initiatives régionales de paix et de dialogue. Les États-Unis ont réitéré leur soutien aux efforts congolais en matière de réformes institutionnelles et de renforcement des capacités sécuritaires considérées comme essentielles pour une paix durable. Enfin, cette rencontre a aussi été l'occasion de passer en revue les mécanismes de coopération bilatérale existants et d'envisager de nouvelles initiatives communes, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de la formation professionnelle et du développement durable. Pour Kinshasa, comme pour Washington, ces dialogues de haut niveau confirment la volonté de bâtir une relation axée sur la stabilité, la prospérité. Washington, toujours lors du National Prayer Breakfast du 5 février 2026, Donald Trump a mis à l'honneur le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, unique chef d'État africain présent, saluant son rôle dans les accords de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda et dans son vaste partenariat minier avec les États-Unis. Retour sur cette cérémonie de cet élément. Jeudi 5 février 2026, lors de la 74e édition du National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le président américain Donald Trump a offert un discours qui dépasse les simples réflexions spirituelles pour devenir une tribune diplomatique et politique mise au service de sa stratégie internationale. L'événement annuel qui réunit de responsables politiques, religieux et économiques pour célébrer la foi et la prière a servi de cadre à Donald Trump pour revenir longuement sur les avancées significatives de sa politique étrangère en Afrique, notamment l'accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un important partenariat économique autour des minerais critiques. Revenant sur le Washington Accords for Peace and Prosperity, signé sous sa médiation le 4 décembre 2025 à Washington, Trump a décrit cet accord comme une étape sans précédent vers la fin d'un conflit de plus de 30 ans dans l'est de la RDC. Il a salué le leadership du président congolais Félix Tshisekedi, présent à ses côtés, qualifié de très courageux, remarquable et vrai président pour son rôle dans la paix et la stabilité régionale. Au-delà de l'aspect diplomatique, le locataire de la Maison-Blanche a aussi mis en lumière l'accord économique majeur sur les ressources en minerais critiques, notamment le cuivre et le cobalt, conclu parallèlement avec la RDC et les États-Unis, que Trump a qualifié de plus grand accord sur les minerais de l'histoire entre les États-Unis et l'Afrique, soulignant son importance stratégique pour la chaîne d'approvisionnement américaine. L'intervention présidentielle n'a pas été exempte des clins d'œil personnels et d'humour. En conclusion, Trump a fait une référence aux Écritures tout en évoquant la conseillère spirituelle Paula White Cain, mêlant ainsi foi et politique dans une adresse qui a largement circulé sur les réseaux sociaux congolais et dans les médias africains. L'intervention de Tshisekedi à Washington s'inscrit dans un contexte diplomatique dense avec des réunions bilatérales, notamment avec les secrétaires d'État américain Marco Rubio pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de paix et des opportunités minières après un sommet sur les minerais critiques le 14 février 2026. L'ensemble de ces démarches marque une étape importante tant pour la paix durable en Afrique centrale que pour les relations économiques stratégiques entre la RDC et les États-Unis. Au Rwanda, dans son discours à l'occasion du 20e édition du dialogue national annuel, le président rwandais est revenu sur la crise sécuritaire en RDC. Paul Kagame a rejeté toute responsabilité de Kigali dans le déclenchement de la guerre, affirmant que les mesures rwandaises révèlent de la sécurité nationale face à la menace persistante des FDLR. D'autres précisions dans ces récits. À l'ouverture de la 20e édition de l'Umushikirano, le dialogue national rwandais tenu début février 2026, le président Paul Kagame a livré un discours
offensif sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face aux représentants de la nation et à la communauté internationale, le chef de l'État rwandais a rejeté fermement les accusations liant Kigali au déclenchement du conflit. La guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda ni n'a commencé à partir du Rwanda. Tout le monde le sait, a-t-il déclaré, accusant certains acteurs internationaux de mettre de côté la vérité pour éviter de traiter les causes profondes du conflit. Pour Paul Kagame, la principale préoccupation sécuritaire du Rwanda reste la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qu'il associe à une idéologie génocidaire persistante depuis 1994. Le président rwandais a dénoncé les critiques internationales qu'il juge minimiser la menace, évoquant des discussions avec les diplomates étrangers. Il a expliqué que certains relativisent la dangerosité de FDLR en raison de l'âge avancé de certains membres. S'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Et s'ils ont fait former une nouvelle génération imprégnée de la même idéologie, comment cela pourrait-il devenir insignifiant, a-t-il lancé. Réagissant aux accusations selon lesquelles le Rwanda poursuivrait des intérêts économiques en RDC, notamment liés à l'exploitation des minerais, Paul Kagame a rejeté catégoriquement ces allégations. Si nous étions vraiment en RDC pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce que nous sommes aujourd'hui, a-t-il affirmé. Selon lui, les mesures prises par Kigali relèvent avant tout de la défense nationale face à des menaces persistantes. Le chef de l'État a également critiqué la posture de certains partenaires internationaux accusés de traiter le gouvernement rwandais comme un enfant gâté et de détourner le débat de responsabilités liées à la présence et au soutien présumé de groupes armés en RDC. Il a notamment pointé du doigt l'intégration ou la collaboration de certains éléments des FDLR avec les forces congolaises. Enfin, sur le plan régional, Paul Kagame a évoqué des évolutions des alliances politiques, citant le Burundi qui, selon lui, aurait choisi de s'aligner davantage avec la RDC. C'est leur choix et je l'accepte, a-t-il déclaré, tout en rappelant les liens historiques entre les peuples rwandais et burundais. Cette édition intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des accusations croisées entre Kigali et Kinshasa et par une forte attention de la communauté internationale sur la stabilité de la région des Grands Lacs. En politique, la plateforme Sauvons la RDC, dirigée par Joseph Kabila, a condamné depuis Bruxelles l'agression des opposants Claudel André Lubaya et Setski Kouni. Elle accuse le régime de Félix-Antoine Tshisekedi d'exporter la répression politique et fustige son refus du dialogue Synco-ECC. De son côté, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi appelle à un dialogue national véritablement inclusif sous médiation morale et neutre pour préserver la paix et la cohésion du pays. Les détails de ce reportage. La plateforme politique Sauvons la RDC, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, a condamné avec fermeté ce lundi 2 février à Bruxelles l'agression physique dont ont été victimes les opposants congolais Claudel André Lubaya et Setski Kouni sur les sols belges. Dans une déclaration rendue publique, la plateforme estime que cette attaque porte selon elle la marque du régime en place à Kinshasa. Sauvons la RDC accuse le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi d'être incapable de tolérer la critique et l'opposition politique, allant jusqu'à exporter la répression au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Pour ses cofondateurs, les faits survenus en Belgique constituent une dérive grave et une menace directe contre les libertés politiques, y compris à l'étranger. Ils dénoncent une tentative d'intimidation ciblant des figures critiques du régime. À cette occasion, les cadres de Sauvons la RDC ont également fustigé les refus de Félix-Antoine Tshisekedi d'adhérer au dialogue proposé par la Synco et l'ECC, qualifiant cette position d'acte d'extrême gravité. Selon eux, ces rejet compromet toute perspective de sortie des crises consensuelles et ils appellent le peuple congolais à en tirer les conséquences constitutionnelles. Par ailleurs, la plateforme exige des autorités belges l'ouverture d'une enquête indépendante et approfondie afin d'identifier les auteurs et les éventuels commanditaires de cette agression. Elle met en garde contre toute tentative d'importation de la violence politique congolaise sur les territoires européens jugés incompatibles avec les valeurs démocratiques. Dans les mêmes registres, le parti Ensemble pour la République dirigé par Moïse Katumbi a lui aussi réaffirmé son opposition au président Félix-Antoine Tshisekedi. La formation politique exige la tenue d'un dialogue inclusif placé sous l'égide d'une médiation morale et neutre telle qu'elle est préconisée par la Synco et l'ECC conformément à leurs initiatives du pacte social
sociale pour la paix et le bien-être ensemble. Ensemble pour la République estime que toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation serait avouée à l'échec, appelant ainsi à un processus de dialogue véritablement inclusif pour préserver la cohésion nationale. Ces prises de position traduisent la montée des tensions politiques et la pression croissante de l'opposition en faveur d'un dialogue national en République démocratique du Congo. Retirons cette page rétro en RDC. Cette semaine finissante, la tension politique est montée d'un cran en RDC. Les déclarations d'Augustin Matata Ponyo sur TV5 Monde ont fait réagir le gouvernement. Patrick Mouyaya, porte-parole de l'exécutif, a démonté point par point le propos de l'ancien Premier ministre qui l'accuse de mensonges, de stigmatisation et de réécriture de l'histoire. Commentaire. Les récentes allégations de Augustin Matata Ponyo à la chaîne de télévision française TV5 continuent de faire réagir l'opinion politique congolaise. Choqué par ces propos qu'il juge indignes et mensongers, Patrick Mouyaya n'y a pas réservé une réaction moins incisive. Le porte-parole du gouvernement congolais a réagi de manière assez limpide pour être compris. Toute personne crédible ne peut pas accorder foi à ce qui a été dit par le Premier ministre honoraire Matata, a-t-il asséné d'entrée avant de sonner dans la foulée. Il ne rappelle pas de bons souvenirs aux Congolais. Plus de 2 millions de dollars volatilisés dans les projets de Boukangalonzo. Quant à la déclaration de Matata Ponyo sur le jugement tribalo-ethnique dont il a avoué avoir été victime, le ministre de Communication et de Médias à RDC a usé d'un accent interrogatif pour quadriller sa réaction. Pourquoi regarder les juges en fonction de leur tribu et non pas en fonction de leurs compétences? S'est-il questionné. On ne peut pas se présenter comme un leader porteur du changement en tenant ce genre de discours de stigmatisation, un discours de haine, a conclu Patrick Mouyaya, dont décidément les réactions autour de tous ceux qui critiquent le gouvernement pour lesquels il est le porte-voix ne tardent plus. Une sortie musclée qui illustre une fois de plus la nervosité du climat politique en RDC, où chaque prise de parole à l'international est scrutée, décortiquée et immédiatement ramenée dans l'arène du débat national. C'est la fin de cette édition rétro. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. À toutes et à tous, nous vous disons à très bientôt.